Alors, on disait qu'aujourd'hui, c'est la Iloula du Baal HaTanya, le premier rabbi de Lubavitch, le Rav Shneor Zalman d'Eliadi. Donc, que son mérite nous protège, Bezrat Hashem, et qu'il nous permette de voir la Géoula rapidement, Bezrat Hashem. C'est également la Iloula de la rabbinite Madeleine Mazal, la maman de Rabbi David. D'où l'histoire sur Madeleine et Mofreda. Ok. On va dédier ce cours, les Refoua Shelema, Yitzhak ben Esther Sarah, Adal Myriam bat Michal Alia, et Julien Yehuda ben Esther, Tzipora Monique ben Joseph, et Eliaou Chaim Hanavi ben Tita Esther. Elle est belle, hein. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter un autre prénom? Eleni Orna Batren Chana, Raphaël Chaimir Ben Simachasha, et tous les malades de Ham Israël, que Bezrat Hashem n'entende que des bonnes nouvelles, si Dieu veut, pour tout le monde. Les classes qu'on est en train de faire en ce moment, elles sont hyper importantes. Et en plus, on est dans une période où on travaille la pureté. Les premières parachiotes, les premières semaines de Shemot, c'est vraiment les semaines où on peut rattraper la pureté. Donc pour les hommes, en général, ils travaillent sur la Brit Mila, c'est-à-dire quand on parle de Brit Mila, c'est pas forcément ce qui se passe le huitième jour, mais c'est l'endroit où ça se passe, c'est-à-dire que c'est le sexe masculin. On appelle ça la Brit Mila, d'accord? Donc, ils travaillent sur ça. Par exemple, les hommes qui ont des problèmes avec de regarder des films pornographiques ou d'avoir des problèmes d'onanisme, on dit joliment, d'être... Vous savez ce que c'est, l'onanisme? Non. Ok. Alors, c'est la masturbation. D'accord? Donc, qu'est-ce que de Zera Levatala, de faire sortir la semence en vin? D'accord? Ça, c'est les périodes ça s'appelle Shovavim et c'est les périodes où on vraiment travaille sur la pureté, où on peut récupérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de pureté et travailler sur ça. D'accord? Nous, on est en train, les Abdil, on est des femmes, on n'a pas ce genre de problème, mais en revanche, c'est un super moment pour se travailler aussi sur comprendre l'importance de la pureté dans la famille. Il y a un très beau cours justement de Rav Moshe Pinto de la semaine passée sur la paracha de Shemot où il parle de la pureté de la famille et combien c'est tellement important. Il faut savoir que le Chafetz Chaim, Alav Shalom, qui était un très grand rave contemporain du XXe siècle, il nous dit que la pureté d'Israël, la pureté des femmes d'Israël, donc la Taharat HaMishpacha, le fait d'aller au mikvé, c'est ce qui a permis à Israël d'exister encore aujourd'hui. Si les femmes n'avaient pas continué d'aller au mikvé, si elles s'étaient arrêtées pour X raisons, et ça m'arrive d'entendre parfois qu'on se dise, bon, ben, je suis plus dans l'âge d'avoir des enfants, donc c'est pas grave, même si on n'est pas ménopausé, ou bon, ça y est, c'est trop compliqué, ça m'a saoulé, mais on se rend pas compte en fait de la responsabilité que c'est et combien c'est important, mais pas que pour notre famille. Pour notre famille, c'est hyper important. Je vais vous raconter une très belle histoire après, même si ça va nous décaler un petit peu sur les Chevaniki, mais c'est pas grave. Euh, mais pas que pour notre famille, pour tout le Ham Israël. Le Ham Israël dépend, nous dit le Chafetz Chaim, de la pureté des femmes juives. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait qui nous rapproche de la pureté, d'accord? Et vous vous souvenez quand on a vu le premier cours, je crois, ou le deuxième cours. Le deuxième cours, on a parlé de qu'est-ce que c'est que l'état de Nida et qu'est-ce que c'est l'état de Tahara. Ce sont des états de pureté et d'impureté spirituelle. Donc, on ne parle pas de est-ce que je suis allée au hammam bien me faire le corps ou je ne sais pas trop quoi, ou est-ce que j'ai mis le red light pour avoir la peau très blanche. On ne parle pas de cette pureté-là, on parle vraiment de la pureté de notre neshama. D'accord? On ne se rend pas compte. Mais en fait, respecter ces lois de Tarat Mishpacha, et pour nous, c'est un moment très euh, court, en fait. On a ces règles à quoi? Bon, ça dépend des femmes, mais on va dire entre 12 ans peut-être et 48, 50 ans, d'accord? Je rigole. Entre 12 ans et 48, 50 ans. C'est un état qui est assez court. C'est une période assez courte. Et puis en plus, pendant ces années-là, on a ses enfants. Donc il y a plein de moments où on n'a pas de règles. Pourquoi? Parce qu'on est enceinte, parce qu'on allait,
Donc, on n'a pas l'occasion d'aller au mikvé. Et pourquoi 12 ans? C'est plutôt au moment du mariage? À 12 ans? Non, quand est-ce que tu as tes règles pour la Ah première fois? oui. Après, quand est-ce que tu as tes règles? Oui, alors, C'est pas de quand et ça. quand tu as tes règles? Ça veut dire que, après, oui, juste au moment du mariage, tu peux commencer à avoir. Mais ça veut dire que le moment où tu pourrais, où tu es impur, entre guillemets, impur spirituellement, d'accord, où tu es nida, c'est que dans cette période-là. C'est un moment très court. Du moment où tu te maries, tu peux en effet aller au mikvé avant, quoi, juste avant ton mariage, jusqu'à ce que tu sois ménopausée. Donc, en gros, it's a very short window of opportunity. Une fenêtre d'opportunité assez courte. D'autant plus que, voilà, toutes les fois où tu es enceinte ou tu allaites et que tu n'as pas tes règles, ben, tu n'as pas l'occasion d'aller au mikvé. Donc, quand on se rend compte que quand je fais ce cycle de purification, que je vais au mikvé, euh, j'amène un potentiel de vie, parce que vous vous souvenez que qu'est-ce que c'est la nida? C'est la perte du potentiel de vie. Lorsque je renverse la situation, donc que je vais vers la tahara, d'accord? Donc que je fais ce processus qui commence avec le Hefsek Tahara qu'on a vu la semaine passée, et ensuite les Shiva Nekayim qu'on va voir aujourd'hui, ensuite la préparation pour le mikvé, et finalement le mikvé, c'est les 4 étapes pour être pur, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On amène du potentiel de vie dans Am Israël. Vous vous rendez compte? On amène de la vie. Quand on dit Am Israël Chai, le Chai, il vient d'où? De la pureté de nous, de notre pureté. Quand on va au mikvé, on amène du Chai à Am Israël. On amène de la Chayout. Donc c'est super important en fait. Et je sais que je dis pas que c'est facile. C'est pas facile pour tout le monde d'avoir cette responsabilité. C'est pas facile pour tout le monde d'avoir cette mitzvah. Pour certaines, c'est un kiff. Moi, perso, j'ai adoré, adoré, adoré aller au mikvé et suivre les lois de Tarat Mishpacha. J'ai trouvé ça magnifique. Mais j'ai parlé avec beaucoup, beaucoup de femmes pour qui c'était pas facile. Tu as celles qui ont peur de l'eau. C'est très compliqué. C'est très dur. Moi, j'ai une maman qui est aquaphobe. Elle a très peur de l'eau. Ouais. Mais j'ai rencontré des femmes qui ont peur de mettre la tête sous l'eau. Par exemple, pour elles, c'est un cauchemar de devoir aller au mikvé. Parce qu'il faut qu'elles mettent la tête sous l'eau. Même se laver la tête, genre il faut qu'elles se lavent la tête en arrière, qu'elles n'aient pas d'eau sur le visage. On ne se rend pas compte, en fait, nous qui allons sous l'eau tranquillement, on ne se rend pas compte combien ça peut être challenging. C'est vrai qu'en face, Parfois, c'est pas facile. Parfois, j'ai une dame qui m'avait contactée de New York parce que justement, elle voulait pas en parler à quelqu'un d'autre de local, quoi. Donc, elle m'avait appelée. Elle m'avait dit, écoutez, moi, ça fait plusieurs années que j'habite à New York et il fait tellement froid qu'en fait, je n'y vais pas. Mais comme mon mari est religieux, eh ben, je lui dis pas que j'y vais pas. Mais maintenant, je me rends compte, j'ai entendu que c'était très grave, etc. Qu'est-ce que je fais? Donc, on a parlé et on a. Mais elle m'a dit, mais vous vous rendez pas compte ce que c'est de sortir du mikvé, genre congelé, d'aller. Il fait très froid. Vendredi soir à Montréal. mais après, oui, c'était horrible. Même il y a 23 jours à Paris. À la maison, j'ai des morceaux de glace sur ma tête. Waouh. C'est pas la glace qui est tombée, c'est mes cheveux mouillés C'était congelé. qui avaient congelé parce que je marchais du midi à chez moi. Parce que c'était vendredi soir. Ah, Quand c'était vendredi soir, je marchais. J'étais quand même à 10 minutes à pied. Mais je te jure, je sentais. c'est vraiment le mauvais, je crois qu'il est. Ouais, mais tu peux pas, je peux pas rater le mec. Non, Ouais. c'est genre, non, mais c'est celui, tu dis vraiment. Ouais, celui-là, c'est une vraie. T'as fait une grande mitzvah. Bah, ouais, Hachem. T'as vraiment bien fait la mitzvah. Mais bon, mais tu sais, les gens qui disent à Miami, ils veulent pas venir parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de prix de taux. C'est quoi? Ouais. C'est quoi? D'exposition, de nudité. De nudité, bon, tout le monde leur dit ben, tu as plus de mérite, je te couvre à Miami, mais tu as aussi plus de mérite à Montréal d'aller au mikvé qu'une femme à Miami. Chaque place, elle a ses mérites. Elle a son mérite. En tout cas, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont pas forcément faciles pour chacune et on a toutes nos challenges. On a tout le Yetzer Hara quelque part, d'accord? Et chacune, le Yetzer Hara, il sait très bien comment nous attraper pour enlever justement de la force à Am Israël. C'est ça le but du Yetzer Hara, hein. Mais il faut savoir que quand on va au mikvé, c'est vraiment quand on est dans l'eau. Et c'est pour ça que je veux vous inviter, donc le 25, c'est le 25? Le 27, pardon, le 27 janvier, d'accord? Je vous invite à aller ensemble au mikvé, en tout bien, tout honneur, chacune avec nos vêtements. Une fois j'ai une dame qui est venue avec, elle me dit, mais j'ai amené mon maillot. Je dis, non, c'est juste,
C'est juste, non, mais on fait le cours là-bas. Pourquoi? Parce que j'ai envie qu'on puisse être à l'intérieur de ce mikvé pour parler de ce que c'est que le mikvé. D'accord? Donc, on va y être. Je vais essayer d'amener des chaises parce que en général, j'y vais avec deux, trois femmes à la fois. Mais là, on va y aller peut-être un petit peu plus nombreuses. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel de comprendre combien cette eau, elle est unique, elle est spéciale. C'est une eau, je ne vais pas dire magique parce que c'est ridicule, c'est pas magique, mais c'est une eau qui a un pouvoir spirituel qui donne de la vie, qui donne de la force à Am Israël. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et donc, quand on a cette opportunité d'y aller, allons-y. Et si jamais dans le passé, on n'a pas pu, on n'a pas été, on n'a pas fait parce qu'on ne se rendait pas forcément compte de l'importance. Ben, c'est pas grave. On va pas se flageller avec des orties fraîches. On fait teshuva. Hachem, je suis là. Je fais un cours de Torah. Et même si vous pouvez diffuser ce message à vos amis, que c'est important, etc., eh ben, allez-y, diffusez. On fait teshuva. Hachem, il a inventé le processus de teshuva. Ça veut dire quoi? Je regrette. Mais ça sert à rien, je ne vais pas me flageller avec des orties fraîches. Je regrette. Hachem, je ne veux plus le refaire. Et maintenant, je vais et je comprends combien ça a rempli ma vie combien ça donne du sens à toi, Israël, que j'aille au mikvé, moi, petite Esther Batsara ou peu importe comment chacune on s'appelle. D'accord? Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose dont il faut prendre conscience. Voilà, après ces quelques mots, on va passer Pour l'histoire. à mon histoire. Exactement. Oui, merci beaucoup. Très belle histoire. Oh là là, tellement belle histoire. Tellement belle histoire. Ok, c'est l'histoire d'une famille qui habite ici. Et il y a la maman qui vient au mois de, je crois, février 2020, visiter un de ses fils qui habite ici avec sa femme et ses enfants. Et puis, comme c'est Mars qui arrive, elle reste pour quelques... Elle a loué un petit appart, un Airbnb ou quelque chose comme ça pour voir un peu ses petits-enfants, parce qu'elle habite à Nice et eux, ils habitent ici. Et elle se retrouve prise avec le Covid, bloquée à Miami. Maintenant, il n'y a quand même pas grand-chose à faire pendant le Covid. Au mois de mai, je crois, ou je ne sais plus quand exactement, mai-juin, je reprends les cours, mais dans le jardin, en extérieur. Et je fais des cours de Tarat Mishpacha. Et donc, j'ai un groupe de dames qui viennent. Et cette dame, que je ne connaissais pas, qui m'appelle et qui me dit, voilà, j'ai entendu qu'il y avait des cours, je suis morte d'ennui, je vous en supplie. Est-ce que je peux venir? Je dis, bah, bien sûr, venez. C'est une dame d'à peu près 70 ans qui a un nom de famille pas juif. Elle savait que c'était le Tarat Mishpacha? Ouais. Elle n'avait jamais étudié parce qu'elle ne s'est jamais mariée religieusement. Parce qu'elle était mariée avec un non-juif. Elle est divorcée, mais elle était mariée avec un non-juif. Et donc, elle vient et on fait le premier cours. Bon, on fait le deuxième cours, etc. Moi, je ne connaissais pas encore vraiment son histoire. Je me doutais que son mari ou son ex-mari, je ne savais pas exactement, était pas juif parce qu'il avait un nom pas juif, mais ça aurait pu être aussi un juif qui a changé de nom. Enfin, on en sait un. Et puis, euh, et puis un jour, elle se met à pleurer pendant le cours et elle nous raconte son histoire. Et en fait, elle dit, voilà, moi, je venais d'une famille algérienne, pas du tout pratiquante. Je me suis mariée avec un monsieur qui n'était pas juif. J'ai eu mes enfants étaient juifs, mais j'ai jamais été très pratiquante. Donc, un de mes enfants s'est marié avec une juive, c'était un peu miraculeux. Et mon autre fils vit dans les îles Caraïbes. Il est amoureux d'une Caribéenne, d'une femme des Antilles, pas juive, noire. Bon, à la limite, qu'elle soit noire, on s'en fiche, mais elle pourrait être noire et juive. Et c'est un drame pour moi. Et c'est amusant de dire c'est un drame pour elle parce qu'elle a choisi de faire sa vie autrement. Mais elle a divorcé de ce monsieur, elle n'a jamais refait sa vie. Et pour elle, c'était très dur. Et en fait, pourquoi elle pleurait? Parce que euh, pendant le cours de Tarat Mishpacha, j'avais approché l'idée, le concept, que une personne qui n'a jamais été au mikvé, bon, elle, ça ne lui correspondait pas vraiment parce qu'elle n'a jamais été mariée religieusement, mais une personne juive qui s'est mariée religieusement, qui n'a jamais été au mikvé à part le premier jour pour son mariage, si même quand elle est, même si après avoir eu ses enfants, etc., elle fait un mikvé de réparation, c'est ça, comment est-ce qu'on dit? C'est proactif.
Rétroactif, merci beaucoup. C'est un effet rétroactif sur toute sa famille. Ça veut dire que c'est comme si elle l'avait fait pendant toutes ces années, parce que sincèrement, elle regrette de ne pas avoir su même ce que c'était. Et cette femme-là donc se met à pleurer et elle me dit, mais moi, je veux étudier. Non, elle n'a pas conscience qu'elle ne peut pas en fait. Je veux étudier et je veux faire ça parce que je ne veux pas que mon fils se marie avec cette fille. Je voudrais vraiment qu'il retrouve ses racines juives. Et je le ferai pour lui. Moi, maintenant, j'ai compris que de toute manière, elle ne peut pas le faire avec la bracha. Mais j'appelle le Rav Frankfurter pour qui je travaillais à l'époque et je lui dis, Rav, voilà les situations. Et il me dit, c'est pas grave. Cette femme-là, vous allez l'emmener quand même au mikvé, mais sans bracha. Un truc vraiment incroyable. Donc, elle étudie avec moi. Le temps passe. Non, je pense que c'était en septembre ou quelque chose comme ça. Et elle me demande, voilà, j'aimerais vraiment aller au mikvé, etc. Et on prévoit ça pour le mois de février, donc c'était en 2021, d'accord? Donc, on va au mikvé. Elle se trempe au mikvé sans bracha. Mais là-bas, elle se sent comme reconnectée avec son identité juive. C'est juste qu'on ne fait pas de petit code. Ben non, puisqu'elle n'a jamais été mariée. Ah, ok. Mais elle était ménopausée, elle a 70 ans. Donc, c'était vraiment symbolique pour elle, si tu veux. Mais c'était une manière pour elle de se reconnecter. Mais ça existe, mais pour des femmes qui sont ménopausées, même qui n'ont jamais fait leur migrée, etc., c'est possible, comme ta belle-mère l'a fait, par exemple. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a prié dans le mikvé. Elle pleurait. Elle disait, Hachem, je t'en supplie, s'il te plaît, fais que mon fils se détache de cette fille. Je t'en supplie, fais qu'il revienne à ses sources juives. On est en février. Elle fait ça. On sort, elle était très émue. Toutes les filles du groupe, on était là. On lui a fait comme une sorte de petit mikvé avec les youyou, les petits gâteaux, les machins, les trucs. Elle est sortie, elle se sentait reconnectée avec sa neshama. Et ça, c'était très important. D'accord? Et ensuite, elle revient à des cours. On avait changé de thème de cours. Elle revient à des cours. Et un jour, elle arrive avec une tête, mais transformée. Elle me dit, vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui? Je dis non. Elle me dit, voilà, mon fils est allé au marché. Donc, c'était la semaine d'après. Mon fils est allé au marché. Et au marché, il a rencontré le Rav Moshe, qui est le Shaliach Chabad de Guadeloupe. De Guadeloupe. Et, euh, et donc, je lui dis, OK, de Guadeloupe ou de Saint-Martin, je ne sais plus, l'un des deux, je ne sais plus exactement. Et donc, elle nous dit, bah oui, et en fait, ils ont discuté et il lui a mis les téfilines. Alors, OK. Et il lui a proposé de venir Shabbat. La semaine d'après, elle nous a dit, tu sais pas, il est allé passer le Shabbat là-bas et ils ont discuté et il est revenu voir mon fils tous les jours pour lui mettre les téfilines. Léa, je vous fais l'histoire courte. Il s'est séparé de cette fille et il est venu passer les fêtes de Pessah ici avec sa famille. Donc, il a vraiment reconnecté à ses racines. Je ne peux pas vous faire la suite de l'histoire parce que je ne sais pas la suite de l'histoire, parce que cette dame est repartie à Nice et j'ai pas eu la chance. J'ai essayé de garder contact avec elle, mais elle avait changé de numéro de téléphone. Pour moi, il a trouvé quelqu'un ici, c'est Marie. Avec une... Il n'est pas resté ici, mais c'est possible. Mais c'est en tout cas, il a reconnecté avec ses racines juives. Il est resté en contact avec le Rav Moshe et il a continué. Je ne sais pas s'il s'est marié depuis. Je ne sais pas. Il faudrait que j'investigue parce que ça fait longtemps que j'ai pas pensé à ça. Mais je vais demander à sa belle famille. Je vais demander à sa belle-sœur parce que j'ai le numéro de sa belle-sœur. Mais c'est vraiment un truc incroyable. C'est de se reconnecter à sa source. En fait, on verra le mikvé, c'est vraiment une reconnexion à une partie de soi-même. Ok? Donc, on verra ça, Bezrat Hashem. En tout cas, là, pour vous dire à quel point c'est quelque chose d'extraordinaire et combien ces périodes où nous sommes à présent, c'est le moment de réapprécier cette mitzvah, de comprendre l'importance qu'elle a pour nous-mêmes pour nos maris, très, 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 très important pour les maris, mais vraiment très important. Écoutez le cours du Rav Moshe Pinto sur quelles sont les choses qui empêchent Mashiach de venir. Je sais pas, vous voulez vous dire un truc, la majorité doivent connaître Dr. Levy. C'est pas il y a un juif, mais je doute qu'il soit religieux. Il est pas religieux. Il n'est pas religieux.
Et À Paris? Non, ici, non, ici, docteur Daniel Lévy. je suis très personnelle, mais on s'en fout vraiment aujourd'hui, nous. Tu veux que je mette Ouais. pause? Ouais. Attendez, je mets pause dans l'enregistrement. Voilà. Donc, on a mis pause parce qu'il y avait une petite histoire un peu privée. Donc, on ne vous a pas fait partager tout ça. Mais on disait que c'est hyper important de voir qu'en fait, quand on fait une mitzvah, on crée vraiment, on a un impact vraiment sur ce monde et c'est pas rien. Et cette mitzvah de Tarat HaMishpacha, c'est un impact immense, mais immense. Et en ce moment, on est, on est on est au bord de, de la Géoula. C'est-à-dire qu'on a les orteils sur le bord, comme quand on va plonger là. Il y a une très très jolie petite vidéo que j'ai vue il n'y a pas très longtemps. Une petite fille son père ou son grand frère, je sais pas, va dans le toboggan et la petite fille, elle pousse son père dans le toboggan. Et après, elle s'assoit, elle, à son tour, puis elle regarde autour, il n'y a personne, et donc elle se pousse son dos pour descendre. Et on disait parfois, il n'y a que toi qui peux te pousser pour avancer. Mais là, il faut qu'on se pousse. En fait, il faut qu'on se pousse soi-même. On est les seuls à pouvoir se donner cette petite impulsion là derrière le dos, comme cette petite fille, de se dire, allez, hop, moi aussi, il faut que je me pousse. Et avancer, on peut sauter, on peut plonger. Ma chère, il est là. Il est là. Il est juste là. À nous, à nous de faire cette petite truc pour qu'il arrive. C'est vraiment, c'est pas grand-chose. Il nous manque pas grand-chose. On est vraiment, on le sent. On est toutes conscientes combien ce concept de temps, il a changé. On a attendu, on est dans la paracha de cette semaine, et après on va revenir sur les Shivanakim, mais dans la paracha de cette semaine, on commence à voir le processus de Géoula. D'accord? On est dans la paracha de Vaera, et on voit que Moshe, qu'on a découvert la semaine passée dans la paracha de Shemot, il a été envoyé par Hachem pour aller voir Pharaon, comment on dit? Pharaon, d'accord? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller négocier pour laisser sortir Akadosh Baruch Hu, ses enfants, pardon, les Ivrim, les Hébreux, d'accord, d'Égypte. Et qu'est-ce qui va se passer? Pharaon va dire non. Et c'est Hachem qui va renforcer le cœur, endurcir le cœur de Pharaon. Moshe, il va voir Pharaon, il lui dit, mais Hachem, il lui dit, mais je ne comprends pas, tu m'envoies là. Pourquoi alors? Pourquoi est-ce que tu m'envoies? Que je vais comme ça, ma situation, elle se complique, les Hébreux n'ont plus confiance en moi, ils ne le laissent pas sortir, tu as endurci le cœur de Pharaon. Pourquoi? Pourquoi tellement de frustration? Pourquoi créer cette frustration? En 2020, on parlait de 2020 il y a 2 minutes. Mais où est-ce que tu étais en 2020? Tu étais à Montréal? Oui. Vous étiez où? Ici. Paris. Paris. Ici. Ici. Qui n'a pas, le soir du Seder, et encore plus le deuxième soir du Seder, ouvert la porte en disant, là c'est sûr, il y a Machiach. Mais là c'est sûr. On était tous habillés en blanc. On était tous certains. Le monde entier s'était arrêté. Le monde entier, les forces les plus incroyables de l'humanité, la force humaine, avait été balancée par un microvirus qui avait anéanti l'économie, la bourse, tout, tout était en suspens, tout était en attente, on était que entre les mains d'Hachem. Bah, attends, on s'est dit, mais c'est sûr. Là, c'est sûr, il arrive. Mais oui, mais oui, mais franchement, et ensuite, le 7 octobre, là, on s'est dit, là, ça y est. Là, ça y est. Et encore une autre frustration, il n'est pas encore arrivé. Et là, maintenant, avec ce qui se passe en Iran, ce qui se passe, on se dit, allez, ça y est, ça y est. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il nous apprend que, en fait, le processus de Géoula, c'est un processus. Et il y a des moments de grande frustration. Parashat Vaera, Parashat Bo, on va voir, il y a des moments de grande frustration, il y a des macotes, il y a des plaies qui vont tomber sur les Égyptiens, mais Hachem, il est là. Et nous, qu'est-ce qu'il faut? Qu'on ait la Emouna, qu'on continue, qu'on avance. On ait vraiment les doigts sur la dernière marche vers Hachem, vers sa révélation, vers Mashiach, vers la Géoula, vers
libération totale. C'est qu'à nous de faire ce petit pas. C'est une petite impulsion. Pensez à cette petite. Je vais vous envoyer cette petite vidéo. Je ne sais plus à qui je l'ai envoyée. Une petite vidéo trop cute, vraiment trop mignonne. OK? Donc, OK. Alors aujourd'hui, on commence notre classe. C'est une classe super importante. Ouais, c'est ça. Les Shiva Nekim, les 7 jours de propreté. OK? Alors, la semaine passée, on disait le Hefsek Tahara, ça représente la première porte vers la Tahara, d'accord? Vers la pureté. Quelles sont les autres portes? Maintenant, on va avoir 7 jours. Pendant 7 jours, on va compter chaque jour. On va faire des bédikotes chaque jour, à moins que le Rav dise autrement, d'accord? Et ensuite, on va se préparer. Ça aussi, c'est une étape pour le mikvé. Et ensuite, on va se baigner, s'immerger dans le mikvé. Ça aussi, c'est une autre étape. OK? Donc là, on est vraiment à un moment décisif. On est en train d'aller vers une semaine entière dédiée à l'élévation. Et c'est intéressant parce que 7 jours, qu'est-ce qui va se passer pendant ces 7 jours? Ça doit être d'abord 7 jours qui sont consécutifs. Ça ne peut pas être genre 2 jours par-ci, 5 jours par-là. C'est 7 jours consécutifs, 7 jours qui doivent être clean de toute tache de sang, d'accord? Et ensuite, ça doit être 7 jours et 7 nuits de 24 heures complets. Donc, c'est complet, clean et consécutif. 3C, d'accord? Pour se souvenir. Quels sont les halakhot pendant ces 7 jours? Bah, d'abord, on parlait la semaine passée des sous-vêtements blancs. Donc, on continue les sous-vêtements blancs pendant ces 7 jours. C'est le moment où on est en contrôle. C'est le moment où on regarde. Après le mikvé, on ne regarde plus. Donc, celles qui sont un control freak, qui ont besoin de contrôler les trucs, allez, amusez-vous, peut-être que c'est la bonne semaine pour être en contrôle, pour savoir que c'est à moi, c'est dans mes mains que repose cette responsabilité. Après, c'est plus dans mes mains. OK? Et on fait les bédikotes une fois le matin et une fois avant la shkia. Alors, il y a en effet des cas. On parlait par exemple des cas où une femme est nida beaucoup plus que ce qu'il ne devrait, d'accord? Parce qu'elle a des taches ou parce qu'elle a des saignements. Ça peut être à cause d'un IUD. Comment ça s'appelle déjà? Stérilisé. Stérilé, merci. Ou ça peut être à cause de certains problèmes utérins, peu importe, d'accord? Mais dans tous les cas, à ce moment-là, le RAF donne des autorisations particulières. Mais ça, c'est des autorisations particulières que le RAF donne et on ne va pas se mettre là-dedans aujourd'hui. Donc, en tout, pendant ces 7 jours, si on fait 2 bédikotes par jour, normalement, eh ben, on a 14 bédikotes. Alors, il y en a pour qui c'est un peu pesant, ça fait beaucoup de bédikotes, mais on se souvient que chaque bédika, c'est quoi? C'est une mitzvah. Et que cette petite mitzvah, elle ressemble justement à ce qu'elle crée, un petit ange, un malach. À chaque fois que je fais une bédika, vous vous souvenez le premier jour quand on parlait de combien, en fait, le fait d'agir dans notre monde matériel crée quelque chose, une énergie spirituelle. Vous vous souvenez, on parlait de la communication entre 2 téléphones, par exemple. Ok, ça, tu appuies sur un truc matériel et ça a un impact sur le monde énergétique. Ben, c'est la même chose. À chaque fois que je fais une bédika, je fais une mitzvah. Et donc, eh bien, je crée 14 anges en une semaine. Et c'est pas n'importe quel ange, c'est des anges défenseurs. Alors qu'on les dédie pour la réfoua de quelqu'un, qu'on les dédie pour cet otage qui reste encore à ramener, qu'on les dédie pour Am Israël, qu'on les dédie pour ses enfants, pour son mari, pour le shalom, pour ce que vous voulez. Vous pouvez choisir. Mais pensez-y, je suis en train de faire une mitzvah. Ok, donc c'est magnifique. Il y a d'ailleurs une rabbinite qui m'avait enseigné et qui disait, vous pouvez même enseigner aux femmes, de la même manière qu'on fait le prélèvement et qu'on fait arezo chala, on pourrait dire arezo bédika. C'est ma bédika. C'est ma bédika, je l'élève, c'est élevé, c'est quelque chose de fondamentalement kadosh, extraordinaire. Je suis en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Je ne suis pas juste en train de faire une petite vérification tchic-tchac. Non, je suis en train de faire un commandement divin. C'est magnifique, d'accord? Ensuite, c'est quoi ces 7 jours de propreté? Ben, c'est 7 jours où on compte les jours. Jour numéro 1, jour numéro 2,
jour numéro 3, jour numéro 4, jour numéro 5, jour numéro 6, jour numéro 7. Est-ce que c'est important de compter les jours? Oui, c'est important. Ça fait partie de la mitzvah. Quand je fais ma bédika, je dis bédika du matin, jour numéro 1. D'accord? Si je fais qu'une bédika par jour, je fais juste une bédika par jour, mais c'est très bien. C'est déjà très bien de la faire. Si j'ai des problèmes, si une personne a des problèmes de sécheresse vaginale et qu'elle ne peut pas faire trop de bédika parce que ça lui fait mal ou que, alors, elle peut consulter un rave et le rave, il peut lui dire, OK, tu feras 1, 3, 7. D'accord? Ça réduit le nombre de bédikotes. Je vais rappeler après. Euh, mais pourquoi c'est tellement important de compter les jours? D'abord parce que c'est une mitzvah de compter les jours, d'accord? Mais aussi parce que compter les jours, ça nous apprend quelque chose d'incroyable. Quand est-ce que je compte les jours? Quand tu es impatiente, right? On habite toutes loin de nos familles, d'accord? Quand papy et mamie arrivent à Miami pour Pessah ou je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Dans 8 dodo, papy et mamie arrivent. Et tous les jours, on dit ah, encore un dodo, encore deux dodos, encore trois dodos, encore quatre. Pourquoi? Parce que ça fait tout simplement, ça montre qu'on a hâte. Et non seulement ça montre qu'on a hâte, mais ça donne envie de se préparer pour, et ça augmente la joie. Si par exemple, je dis, là j'ai pris des billets pour aller voir un concert avec ma fille Sarah Simcha dans le New Jersey. C'est le concert de Shandy Plotzker. Je suis très très excitée, enfin moins excitée qu'elle. Je ne sais pas en fait, peut-être les deux on est très excités. En tout cas, je me suis dit, est-ce que je lui fais une surprise ou est-ce que je lui annonce? Et je me suis dit, non, je vais lui annoncer. Pourquoi? Parce que du coup, c'est le 4 mars. Ben là, alors, tous les jours, on parle de ce concert. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Chaque jour, j'ajoute un petit peu de joie supplémentaire jusqu'à l'arrivée du concert, ou jusqu'à l'arrivée des grands-parents, ou jusqu'à l'arrivée de l'événement qu'on attend avec impatience. Et là, qui on attend avec impatience? Les retrouvailles entre le mari et la femme. C'est pas quelque chose de stable, c'est pas quelque chose de normal. On se prépare à se retrouver dans les bras de son mari. On se prépare de la même manière qu'on s'est préparé pendant la Nida à faire les lois de Achakot qui nous ont séparés au niveau sensoriel, vous vous souvenez, pour nous permettre d'atteindre le niveau émotionnel. Et bien là, l'émotionnel est rempli normalement, d'accord? Si on a bien fait son travail de couple. Et maintenant, connexion des 5 sens. Tu vas sortir du mikvé, il va ouvrir la porte, tu vas utiliser tes yeux pour le... Tu le scannes. Ça, c'est mon mari. Ensuite, lui tends la main. Il te tend la main. Et là, tu touches. Mais tu expériences la peau de ton mari. Combien? Ça fait 12 jours que tu lui as pas touché sa main. Mais qu'est-ce que c'est bon? Vous vous souvenez, on parlait de ce test du MIT qui montre que quand il y a que le toucher de l'époux ou de l'épouse fait diminuer la sensation de douleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nous connecte à un niveau incroyable. Donc, aie cette intention, sois consciente de cette connexion. OK? Ensuite, chaque sens va être, tu vas le respirer, il va sentir bon, c'est l'odeur de son parfum que tu sens de plus près, tu vas l'écouter, son cœur qui bat, tu vas l'embrasser, le goûter, entre guillemets, d'accord? Donc, chaque sens va revenir en connexion. C'est ça qu'on est en train de compter. Je compte les jours qui me séparent de ce moment où je vais enfin être réunie, les deux pièces du puzzle réunies. Donc, c'est ça qu'il faut que je me dise. Je dois avoir hâte de ça. Parce que c'est ça qui fait que le couple, après 20 ans, 30 ans, 40 ans, eh ben, on est toujours fou amoureux. On est toujours excité de se retrouver. D'accord? Et la vérité, c'est que même quand il n'y a plus les lois de séparation, en tout cas parce que la femme n'est plus Nida, c'est pas grave parce qu'il y a eu tellement un mécanisme d'éloignement, d'éloignement, de rapprochement, que maintenant c'est devenu naturel d'arriver à se connecter à ce niveau-là. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a un moment, ben, c'est comme ça. En tout cas, compter, ça permet aussi donc de rajouter de la joie. Et on le sait, les publicitaires l'utilisent à tort et à travers dans toutes les pubs. D'accord? Par exemple, au mois de juin, ils vont annoncer la sortie en novembre à Thanksgiving du film du nouveau Marvel
d'accord, du super-héros, bah, ils t'annoncent en juin. Pourquoi ils t'annoncent en juin? Parce qu'ils veulent que pendant 6 mois, tous les gars se disent, ah, c'est génial, il y a le nouveau, je sais pas, Superman ou je sais pas trop quoi, qui va sortir en novembre. Et quand il sort en novembre, ça va être jour -7, -6, -5, -4, -3, -2. Ah, c'est demain. Et là, tout le monde a eu 6 mois d'excitation. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ça marche au niveau neurologique. En neurosciences, on en prouve que quand on compte les jours, ça augmente l'excitation, la joie. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Mais pas que, parce que c'est sympa d'être excité, d'être heureux, d'être joyeux à l'idée de. Mais le fait de compter, d'accord, dans un calendrier juif, ça a aussi une signification d'élévation spirituelle. Comment est-ce qu'on sait ça? Eh bien, il y a une période qui arrive très bientôt, d'accord? Parce que je vous explique que Pessah va arriver en 2 temps, 3 mouvements. Si, si, c'est magnifique, Pessah, c'est magnifique. On sort de nos Égyptes personnelles. C'est un très beau moment, ça nous fait du bien. Baruch Hashem. En tout cas, qu'est-ce qui se passe juste après les 2 soirs du Seder de Pessah? On rentre dans une période qui s'appelle le Homer et on compte 49 jours. En fait, 7 fois 7. C'est marrant. On compte 7 semaines qui nous séparent de Shavuot. Et c'est quoi Shavuot? Le don de la Torah qui représente quoi? L'union entre Am Israël et nous, entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. L'union de nouveau. Le mariage, la célébration, l'amour révélé entre Akadosh Baruch Hu et nous. Donc en fait, ces 7 semaines qu'on compte sont 7 semaines aussi de travail d'élévation de la personne. Tu travailles pour devenir une meilleure personne pendant ces 7 semaines. Et bien en fait, on pourrait s'appliquer finalement ce dessin de 7 jours, d'accord, et de ce compte de 7 jours, à un travail personnel, de coaching, de développement personnel. Utiliser ces 7 jours de Shiva Nekiim, d'accord, pour se raffiner, pour améliorer son couple, pour améliorer qui je suis. Parce qu'on sait qu'améliorer son couple, c'est forcément de travailler sur soi-même. OK? Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on travaille un petit peu là-dessus, qu'on regarde ensemble. Ça va être assez court. Je crois que je vous ai envoyé sur le lien. Oui, je vous ai envoyé sur le lien, mais on va le faire ensemble maintenant. Euh, donc, chaque semaine dans le conte du Homer correspond à une sphère d'émotions différentes que je vais vous aider à comprendre maintenant. Donc, la première sphère, elle s'appelle le chesed. Le chesed, c'est ce qu'on appelle l'amour de l'autre ou la bienveillance. Et le chesed, c'est quelque chose qui est extrêmement, euh, qui s'étend, qui se renverse quasiment. D'accord? Quand quelqu'un a beaucoup de chesed, c'est quelque chose qui s'étend comme ça. Imaginez, voilà, je renverse de l'eau, d'accord? Ça va là où ça peut aller, d'accord? Ensuite, on a la deuxième qui s'appelle la gvura. La gvura, c'est la justice ou la discipline. C'est quoi? La gvura, c'est ce qui permet en fait de diriger le chesed. Le chesed, on va imaginer que c'est un flot. Voilà, un flot. OK? Donc, c'est un flot de bienveillance. Sauf que ton flot de bienveillance, si tu le laisses sans être organisé, tu vas perdre l'utilité de ce flot. On va prendre par exemple la lumière. D'accord? Un flot de lumière, s'il n'est pas dirigé, il peut donner un petit peu de lumière dans une pièce, mais finalement, c'est diffusé, tu ne le vois pas vraiment. Alors que vous voyez ici, par exemple, on voit que la lumière, elle est dirigée. Elle est dirigée, d'accord? Elle est canalisée. Elle descend d'un tube et elle vient expressément éclairer cet endroit-là. D'accord? Donc, la gvura, c'est cette capacité à rediriger, à recanaliser l'énergie vers une direction. OK? Donner un but à ce flot bienveillant. Par exemple, tu as beaucoup d'amour à donner, d'accord? Ben, on va organiser, ou tu as beaucoup de toi-même à donner, on va t'organiser ce don vers un acte de recette. Par exemple, tu vas aller travailler pour Say Lifeline
une fois par semaine. Tu vas aller visiter des enfants à l'hôpital ou quelque chose comme ça. D'accord? Plutôt que de se dire, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça, puis au final, tu n'arrives à rien faire parce que c'est trop étendu. D'accord? Donc là, tu diriges, tu canalises. Ensuite, troisième s'appelle la tiférette. On sait que lorsqu'un flot, comme par exemple la lumière, encore une fois, est dirigé vers quelque chose, ça éclaire. Mais parfois, s'il y a trop de gvura, si c'est trop strict, si c'est trop étroit, alors ça devient quoi? Un faisceau laser. Une lumière qui est dirigée juste sur un point, elle peut brûler ce point. Vous êtes d'accord? Le faisceau laser, c'est ça, c'est de la lumière qui est dirigée que sur un micro-point. Donc en fait, c'est pas bon d'avoir trop de fermeture non plus. C'est bien d'être dans la tiférette, c'est-à-dire l'harmonie, l'équilibre, l'harmonie. D'accord? Donc la tiférette, c'est ben, on va être en effet discipliné, mais on va pas non plus être trop, parce que sinon, c'est étouffant. Il n'y a plus de recette, il n'y a plus de souplesse, il n'y a plus de bienveillance. D'accord? Quatrième, c'est le Netzar. Le Netzar, c'est quoi? C'est l'endurance, l'ambition, la résistance. Ça veut dire quoi ça? C'est qu'en fait, c'est très bien d'arriver à avoir cette harmonie, mais s'il n'y a pas de consistance, tu vas nulle part. OK? C'est-à-dire que c'est comme la fille qui se dit tous les lundis matins, alors là, mais quoi, les gâteaux, laisse tomber. Cette semaine, je me mets au régime, je mange une pomme. Je mange une pomme et c'est tout. Elle va manger une pomme le premier jour, elle va crever de faim. Son mari va la trouver mchonne le soir, il va pas être content du tout. Le deuxième jour, elle va remanger sa pomme. Elle est hyper stricte, d'accord? Elle mange rien du tout. Le troisième jour, elle va tomber dans les pommes, parce que c'est le cas de le dire. Et donc, le quatrième jour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a tellement faim qu'elle va se faire un cheeseburger, un truc, machin. Elle va aller chez Roast et elle va se faire comment est-ce qu'il s'appelle le Magic Burger, là? Je sais pas quoi, les enfants. Chef burger. Non, ouais, c'est truffle. Le truffle burger. Un truc comme ça avec les frites et en dessert, Ok. Et en dessert, une pomme. Non, un strudel aux pommes. La tarte aux pommes. Et elle n'a pas du tout été consistante. Alors que si elle était moins dans la droite, exactement, elle avait cette tiférette, mais cette tiférette, elle la permet de la maintenir dans le temps. Ça, c'est le Netzar. Netzar, c'est la consistance, l'endurance, d'accord? Maintenant, le Hod. Hod, c'est l'humilité, la splendeur. Pourquoi? Parce que tu peux te dire à terme, mais attends, regarde comment je suis trop bien, quoi. J'arrive à maintenir ce cap sur des années. Je suis vraiment au top du top. Non, n'oublie pas de toujours faire de la place pour l'autre. Sois humble. C'est pas, ça vient pas de toi. C'est Hachem qui t'a donné cette force, cette capacité. C'est Hachem qui te donne tout. D'accord? Sixième, c'est le Yesod, la fondation. La fondation, elle représente aussi la relation, le lien. D'accord? Et la dernière, c'est la malchoute, la royauté, la souveraineté, le leadership. C'est en fait d'avoir masterisé tout. OK? Parce que parfois, quand tu es dans ce travail de toi, soit tu es tellement fier de toi que tu peux prendre trop d'ego et que du coup, tu n'es pas du tout humble. Donc, reste humble. Travaille ta relation avec l'autre. Et là, tu deviens un vrai leader, aligné, un roi, un Méler. On verra aussi peut-être ce que ça veut dire Méler. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de ça maintenant? Parce que ce sont 7 sphirotes que l'on peut intégrer dans notre semaine des Shivanekim. Ce n'est pas du tout une loi, hein. C'est juste une proposition de travail sur soi. Pourquoi? Parce que le but même du mariage, c'est de se raffiner. Alors, profitons de ces 7 jours comme si c'était nos 7 sphirotes personnelles, un programme personnalisé qu'Hachem il a fait juste pour nous. Et on va se dire, par exemple, le premier jour. Alors, le premier jour, bien sûr, on doit toujours faire nos bédicotes, hein. Ça n'empêche pas. La loi, c'est quoi? C'est premier jour au 7e jour, tous les jours, du matin jusqu'à l'âge qu'il y a, on fait de bédicotes. OK? Là-dessus, on est bon. Maintenant, on peut aussi se poser des questions. Par exemple, le premier jour, on peut se poser la question suivante. Quelle est ma capacité à aimer l'autre? Est-ce que c'est difficile pour moi de donner à l'autre? Est-ce que je laisse la place à l'autre dans ma vie? Quand on parle de l'autre, parfois, même si ce n'est pas très flatteur pour le mari, c'est le mari. Et alors l'autre, comment il va? Est-ce que je laisse de la place pour le mari, mon mari? Est-ce que je suis capable d'exprimer mes sentiments de manière sincère? Est-ce que je ne suis capable d'aimer que ceux qui ont quelque chose en commun avec moi? Ça peut être sur son mari, ça peut être sur l'autre. Vraiment l'autre, pour le coup. D'accord?
Parfois, c'est aussi... ouais, bon, c'est ça. Vous avez compris le principe? C'est vraiment des petites questions de coaching personnel. Ensuite, le deuxième jour, la discipline. La gvoura. Est-ce que je suis excessivement disciplinée? Ce qui veut dire inflexible. Au contraire, est-ce que la discipline, la gvoura, alors on expliquait, je crois que tu étais peut-être là-bas. En fait, c'est le fait de diriger ton flot de recède. Ça va être l'organisation, ça va être le fait que de voir les choses de manière stricte, de ne pas être flexible parfois sur certaines choses, d'être figé sur son... Ah, quelle loi? Non, non, pas du tout. Non, alors non. Là, on n'est pas du tout en train de parler de halakha. Là, on est en train de parler de midot. On travaille de midot. OK? Donc, non, non, non. Ça, c'est séparé des halakhot. Ce n'est pas une halakha du tout ce que je vous propose. C'est un programme de travail de soi. Donc, ça veut dire, est-ce qu'en fait, ce que je... C'est dans ma tête. On est en train de travailler pour être une meilleure personne. Est-ce que je suis trop stricte? Est-ce que je suis capable de considérer que ce que je pense n'est pas toujours la vérité? Est-ce que je suis capable, par exemple, vous vous souvenez, on avait fait ce test de concevoir qu'il y a plusieurs réalités. Bon, non, là, c'est la même chose d'un côté et de l'autre. Mais par exemple, on prend un livre, OK? On lit ce qui a marqué d'un côté, et moi, je vois l'autre côté. De dire, ben, c'est vrai que mon mari et moi, on n'est pas d'accord sur cet aspect-là, mais je peux aussi faire de la place pour ce qu'il ressent, pour ce qu'il conçoit. Parce que finalement, eh bien, ma perspective n'est pas la totalité de la réalité. Il y a une autre perspective. Et là, c'est la sienne. Et même si elle ne va pas avec la mienne, est-ce que je suis capable de travailler là-dessus, par exemple? Mais ça peut être l'inverse. Ça peut être, est-ce que j'ai trop de barrières? Parfois, en fait, la discipline, c'est aussi, est-ce que j'ai des bonnes boundaries, des bonnes limites? D'accord? Parfois, en amour, et c'est vraiment le problème de l'amour, c'est que l'amour, c'est cette force que Hachem nous crée pour nous ouvrir, pour faire tomber les limites, pour faire tomber les barrières. Avec lui, l'amour de Dieu, avec notre mari, l'amour du mari, d'accord? Et avec Am Israël, avec trois niveaux différents, d'accord? C'est pas le cours d'aujourd'hui, mais donc c'est important à un moment de savoir, c'est vrai que je dois faire tomber les barrières. Avec mon mari, je dois être vulnérable. C'est OK que je sois un. On est un seul et même corps, d'accord? On est une seule et même entité depuis qu'on est mariés. Nos neshamot sont unis et nos corps doivent s'unir. Donc je dois comprendre que mon mari et moi, c'est la même chose. Mais en même temps, comment est-ce qu'on dit un couple en hébreu? Zouk, ça vient de mezaveg. Mezaveg, ça veut dire faire une paire. Quand je fais une paire de chaussettes, par exemple, j'ai encore deux chaussettes dans la paire. Donc, est-ce que je dois perdre mon individualité ou pas lorsque je me marie? Non, je suis encore un individu, mais je dois savoir où placer ma limite. Donc, ça, c'est le travail de la Gemara. D'accord? Où est-ce que je place ma limite? À quel moment il faut que je sois plus souple? À quel moment je dois, au contraire, savoir exprimer ce qui est important pour moi? D'accord? Et comment l'exprimer? Ça, on l'a vu quand on parlait de communication il y a quelques semaines. Est-ce que j'organise mon temps de manière efficace? Est-ce que je prends le temps de faire un bilan personnel sur moi? Il y a ce qu'on appelle le cheshbon hanefesh, que beaucoup de personnes font le soir avant d'aller se coucher. Ils font l'état des lieux. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai envie je sais pas, d'avoir une petite conversation avec Akadosh Baruch ou de changer, de faire les choses autrement? Je vais vous donner un exemple. Ça fait vraiment très, très, très longtemps que je n'avais pas élevé la voix de manière sérieuse avec mes enfants. Et là, j'ai crié dimanche sur David, le pauvre. Et vraiment, le soir, ouais, mais bon, je sais que j'ai besoin justement de replacer mes limites, de retravailler bien mes limites sur plein d'autres choses. Et que quand tu n'as pas bien placé tes limites, l'émotion qui ressort, c'est la colère. Pourquoi? Parce que tu dois réacquérir ton territoire. Quand tu as trop donné de toi-même, la seule émotion qui va sortir, c'est la colère.
Et c'est pas juste d'utiliser la colère quand c'est pas juste, quand c'est pas justifié. Donc, je me suis personnellement. Qu'est-ce qui nous a rendu colère? Exactement. C'est ce sur quoi on doit se poser la question. Qu'est-ce que je n'ai pas bien mis comme limite de moi, de mon territoire, de ce dont j'ai besoin pour vivre, pour être bien, pour être équilibré, pour être en harmonie à l'intérieur, pour que lorsque j'ai un enfant qui est dans une période de sa vie où il a besoin de vérifier que mes limites sont stables et sécurisées, que je ne lui crie pas dessus. Parce que mes limites à moi ne sont pas assez stables. Et ça, c'est mon problème, c'est pas le sien. Lui, son job à cet âge-là, tout comme à 2 ans, c'est de se dire, ben, je vais vérifier que les limites de maman sont stables et qu'elles me sécurisent. OK? On verra ça dans pas longtemps quand on étudiera le parenting. Donc, ça, c'est, je me suis rendu compte, j'ai fait mon état des lieux le soir et je me suis dit, OK, j'ai compris, il faut que il faut que je travaille sur, bien sûr, tout de suite, juste après. Tu sentais que tu avais trop donné à l'extérieur et que tu étais trop. Pas forcément, non, c'est juste que c'est pas que à l'extérieur, c'est dans plein de choses et chacune on a nos trucs différents. Parfois, c'est même avec nous-mêmes. Parfois, on est juste, on pose mal nos limites envers nous-mêmes. Et c'est quoi les limites? J'ai pas compris. Les limites, c'est C'est dans un cas. Il a dit non, c'est 5 minutes de game. non. Il a dit oh, vous avez fait pour voir. Non, là, c'est pas par rapport à cette. Je vous donne un exemple, mais c'est pas par rapport à mon fils en particulier. C'est par rapport. Ma fille va me dire je veux. Tu vas arrêter, elle me dit, je le dis jusqu'à ce que tu me dis oui. Ouais, bah En bon. fait, elle essaie de me. Elle te pousse. Donc, on verra. De limites, c'est pas. Non, c'est pas forcément. Tu t'es excusée par rapport à quelle situation? Parce que j'ai crié. C'est pas normal de crier. Oui, mais bah si, des fois. Non, c'est pas normal de crier. C'est pas normal de t'énerver. Bah, je suis. Il était en train de dire. Bah, Non. Enfin. Eh ben, De ça. Ouais, mais à chaque fois, je le loue, Ouais. mais j'arrive pas, peur. je sais, mais j'arrive pas à voir. C'est normal de te crier. non, c'est pas normal. Je sais quand on vient de France et nous on a grandi comme ça, on a grandi Enfin, avec des crier, cris, bien des sûr, trucs. pas comme une folle et pour rien, mais il y a bien des choses qui se passent et tu es obligé de Lever la de lever la voix, de Pas, t'énerver. non, mais pourquoi non? Pas nécessairement. Ah bon? Si tu établis justement des bonnes limites et que tu as un cadre, tu n'as pas besoin de crier. Ouais, je suis erronée, alors je fais un chemin. Non, mais c'est très bien. Mais on est en train d'apprendre. On est tous dans un process. En fait, Le on train va. va pas droit là. Ouais, non, mais Ouais. on va revenir sur notre Steven et Kim. Mais Surtout, la justement, limite- il faut toujours avoir une. Enfin, crier dans le sens où te mettre en colère, parce que si tu leur laisses tout faire. mais ça n'a rien à voir. Si tu établis des règles, tu n'as pas besoin de te mettre en colère. Bah oui, mais des fois, La tu- colère, comment on dit en français quand tu es en colère? Tu sors de toi. Non? Tu sors de toi. Tu sors de tes gonds. Donc ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui agis. Là, tu dois reprendre. Mais ça, on verra quand on parlera du parenting. Quand je parle de limites personnelles, je parle. Non, non, mais ça nous arrive à tous de crier. Mais Je pense c'est que ce moment où elle a crié sur David, Oui, c'était d'accord. pas vraiment justifié Oui. sur David, mais c'est qu'elle a senti que Oui, elle, mais à quel moment tu était es genre. moi, j'étais overwhelmed. Alors peut-être c'est aussi. Alors oui. Alors, c'est quoi? Oui, Ça- d'accord, mais Ça ça n'est n'est pas- pas. C'est pas c'est un truc tout bête, mais des fois je vais faire tomber mon téléphone, mais genre de nerfs. Enfin, tu sais, il est tombé de nerfs, mais d'accumulation. Mais t'énerve pas pour Eh moi, ben, c'est ton justement. téléphone. Oui, c'est toi qui l'as fait tomber ton téléphone. Oui, c'est moi qui l'ai fait tomber, mais j'arrive pas à voir quelle limite. Enfin, Alors, c'est quoi la justement, on limite va que tu parler. veux C'est pas la limite. Il faut comprendre, pas en fait. t'énerver, tu vois, C'est pas la limite pour pas t'énerver. D'abord, ça dépend de chaque personne. Ça n'a rien à voir. Les enfants, mais c'est pas un problème de 5, 6, 8, 10. Tu as des mamans qui ont 10 enfants qui sont pas. Ouais. Mais on va se dévoiler où? Tu me paraissais pas comme ça. non, le travail de ses propres limites, c'est en fait comprendre ce dont moi j'ai besoin, pourquoi j'ai besoin de ça. Par rapport aux enfants, c'est ça que j'arrive pas à Mais comprendre. alors, regarde. Tu n'arrives pas à toi à te mettre la vérité. Quand t'en peux plus, tu vas crier sur Exactement. tu vas t'énerver. Et ça n'a rien à voir avec Alors que l'enfant. voilà, t'as un petit truc, comme tu dis, voilà, c'est un petit truc, ou peut-être c'est même pas ta faute, mais voilà, c'est parce que toi, t'en peux plus, donc tu vas crier. Mais c'est toi qui en peux plus. Ça n'a rien à voir avec l'enfant. C'est pas pour lui.
Ça peut être un petit truc, il y a cette situation-là, mais il y a des fois des situations chez moi où c'est pas moi qu'on peut plus. C'est là. C'est ce qu'ils font. Bien Quand sûr. on peut plus. Mais alors, C'est non, pas mais nous, je suis tu d'accord, vois, mais c'est- je comprends. Mais je te dis pas qu'il faut que tu dois jamais mettre des barrières avec tes enfants ou que tes enfants n'ont pas un comportement qui n'est pas acceptable. C'est pas ce que je dis. Je dis que notre travail de nos propres limites, ça veut dire de savoir à quel moment je suis en train de répondre. Il faudrait que je t'envoie le cours de la semaine passée, je crois que je l'ai en français. C'est le cours, un cours sur les épines. En fait, la semaine passée, j'ai donné un cours sur le burn-out. D'accord? Je suis pas encore à ce point-là, mais. Non, mais c'est Non, pas mais- grave. On est toutes. C'est un compte, l'idée du burn-out, c'est quoi? C'est qu'en fait, dans ce contexte de la semaine passée que je donnais, c'est expliquer qu'en fait, nous, on est une personne, on est une neshama, d'accord? Une âme avec une mission. On a des besoins physiques, on est à l'intérieur d'un corps, d'accord? Et donc, notre neshama qui est un morceau de divinité, donc qui est une âme divine, qui a plein de belles expectatives, plein de volonté, de gentillesse, de bonté, de faire du bien dans ce monde, elle est à l'intérieur d'un corps, d'accord? Pour venir s'inscrire dans ce monde. Et pour pouvoir vivre, il faut que l'âme s'incarne. C'est comme ça qu'on l'appelle. Une fois qu'elle est incarnée, elle doit dealer avec les besoins du corps. Les besoins du corps ne sont pas que de manger, de boire, de faire pipi, poupou et d'être aimé. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des besoins d'exister. Il y a pour certaines personnes, hier, j'avais en consultation une dame qui vient d'un monde, sa mère s'est convertie, son père est israélien, et ils ont fait une conversion dans une famille chassidique à Borough Park. Et elle a été élevée avec 9 frères et sœurs dans une famille très, très dysfonctionnelle. Elle a eu des abus terribles. Elle a vécu dans une famille terrible. Elle est partie chez elle à 15 ans. Elle a vécu dans la rue pendant très longtemps. Elle s'est mariée à 19 ans avec un monsieur qui venait aussi d'un monde chassidique, qui avait été très violenté lui aussi. Les deux ont créé une famille très problématique parce que tous les deux viennent avec des blessures d'un côté et de l'autre qui ont fait qu'ils s'intoxiquaient l'un l'autre. Leurs enfants ont subi pas des abus parce qu'ils n'ont pas, grâce à Dieu, abusé leurs enfants, mais ils ont vécu dans ce truc qui est Tourmenté, hein. totalement tourmenté. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de lieu de sécurité. Pourquoi? Parce que chaque adulte actuel est un enfant qui a été cassé dans son enfance. Et ils sont maintenant divorcés. Et cette femme-là découvre la Torah aujourd'hui. Et elle vient pour trouver comment maintenant revivre, se réparer. Elle est aussi en traitement avec une thérapeute et en même temps, elle cherchait une mashpia pour aller trouver un équilibre spirituel. Une femme comme ça, elle a beaucoup de mal à trouver ses limites. Parce que d'abord, en tant qu'enfant, elle s'est construite avec l'idée que elle n'est rien, qu'elle n'a pas, même que son corps n'a pas de valeur, que son corps a le droit d'appartenir à d'autres personnes et que d'autres personnes ont le droit de faire des choses avec son corps. Mais ça, c'est un exemple drastique, d'accord? Mais tu as d'autres choses qui sont beaucoup plus minimes et qui sont beaucoup plus courantes. Euh, voilà, par exemple, moi j'ai grandi, je me souviens, à Paris en école publique, avec des messages très courants de Mademoiselle Ayache, un jour vous oublierez votre tête, Mademoiselle Ayache, vous pouvez mieux faire, Mademoiselle Ayache, vous êtes médiocre, Mademoiselle Ayache, vous êtes ci, Mademoiselle Ayache, vous êtes ça. En tant qu'enfant, on est comme de la pâte à modeler. Ça veut dire qu'en fait, on prend quoi? Moi aussi, j'ai grandi comme ça. On prend ça et la personne, l'adulte qu'on considère être un adulte référent, un adulte qui est quelqu'un en qui on doit avoir confiance et se soumettre presque, cette personne forge la pâte
et on prend la forme. Et ensuite, quand on devient adulte, le problème, c'est quoi? C'est que on s'est solidifié. La pâte à modeler, si tu la mets à cuire, Ouais. elle devient solide. Et elle est solide et elle restera dans la forme que l'enfant a grandi. Waouh. Et tu as des gens qui, pendant 20 ans, vont faire des travaux avec des thérapeutes pour se dire, je peux m'aimer. J'ai le droit d'être aimé. J'ai le droit de dire non. J'ai le droit, je ne suis pas bête. Je ne suis pas timide. Je peux dire quelque chose d'intéressant. Je ne dois pas être parfaite. Même si je rate, c'est OK. Même si j'ai 3 kilos de plus, je suis une personne qui peut recevoir de l'amour, etc., etc. Peu importe quels sont les messages. On a tous vécu comme ça. C'est comme ça qu'Hachem nous a fait. On est dans notre enfance, tout ce qu'on reçoit comme mot nous modèle. Et après, on est figé dans ce modèle. Et c'est très difficile parce que parfois tu te dis, mais par exemple, un enfant qui voit ses parents, la mère par exemple, mal parler à son père ou rabaisser son père systématiquement et qui va grandir avec l'idée que lui, il veut être le défenseur de son père. Il va devenir un mari qui va toujours essayer de voir dans sa femme quelqu'un qui a envie de le rabaisser. Alors que peut-être que sa femme, c'est pas du tout son truc, mais à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, il va craindre qu'elle veuille le rabaisser. Et après 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage, il pourrait avoir confiance, mais au fond de son cœur, ce petit enfant, il est encore là. Et donc, le travail sur soi, de ses limites, c'est aussi comprendre ça. Qu'est-ce qui est moi? Qu'est-ce qui me limite, moi? Tu vois? Et qu'est-ce que j'ai besoin? Moi, si tu vas parce que je vais mettre pause. Si tu vas